Bonjour à tous et bienvenue dans la famille en question. En ce milieu d'année scolaire, la fatigue se fait souvent ressentir dans les devoirs à la maison. Alors comment aider ces enfants à travailler sans trop leur mettre la pression? Comment aussi leur permettre de développer leurs capacités à leur rythme tout en respectant les échéances scolaires? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Ingrid Barth. Ingrid, bonjour. Bonjour. Vous avez 4 enfants qui ont entre 13 et 6 ans. Vous habitez à Chartres, en Eure-et-Loire. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Votre fille aînée, qui a 13 ans, est dans un collège privé et les 3 autres sont dans une école hors contrat. Alors, sans rentrer dans le débat école classique, école hors contrat, vous nous direz comment vous avez adapté la scolarité à chacun de vos enfants et comment vous gérez la pression scolaire à la maison. Vaste sujet. Oui. À vos côtés, je reçois Brigitte Pro. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychopédagogue en région parisienne. Oui. Alors, vous avez une activité qui est plurielle puisque vous travaillez à la fois auprès des enseignants, des élèves, bien sûr, et puis aussi des parents. Oui. Vous nous parlerez de votre pratique et de votre regard justement sur cette question de la pression scolaire. Alors, avant d'aller plus loin, un reportage. Après une journée bien remplie, les collégiens et lycéens doivent se remettre à leurs devoirs. Pas toujours facile, d'autant plus que les parents ont souvent peu de temps à leur consacrer. L'association Tempo Jeune propose une méthode originale d'accompagnement des 10-20 ans. Mieux se connaître pour mieux réussir. Le mode d'emploi avec François Lespèce. Un vendredi soir enneigé à Saint-Germain-en-Laye. Nous sommes dans les locaux de la paroisse protestante qui accueille l'association Tempo Jeune. Il est 17h, Clément et Louis-Marie, sortant de classe, viennent comme chaque semaine pour un temps d'accompagnement éducatif. Bonjour madame. Bonjour Clément. Bonjour. Ici, tout commence par un goûter diététique, occasion d'un moment de détente et d'échange qui fait partie intégrante du programme. Un 5 en grec. Un 5 en grec. C'est grec. Toutes les personnes qui sont là aiment les jeunes, ça c'est sûr. Et les jeunes, je crois, se sentent accueillis et aimés. Et un jour, ils arrivent de très bonne humeur. Le lendemain, ils arrivent avec des soucis. Il arrive avec ses soucis. Et bien, ils les posent ici, avec nous. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors, les grands traits de l'enthousiasme, tu vas me dire si tu te retrouves. Donc là, il y a une description, donc je te laisse la lire. Car Tempo Jeune est plus qu'un temps de soutien scolaire. Il s'adresse aux jeunes à partir de 11 ans qui sont confrontés à une forte pression scolaire et se retrouvent souvent seuls à la maison après les cours, désemparés. Par contre, dans la cuisine, il y a des règles. Face à la perte de motivation et de confiance en eux, Tempo Jeune les aide à mieux se connaître, à découvrir leurs capacités, apprendre à les utiliser et à bâtir un projet personnel. Les jeunes ne savent pas s'estimer et si on n'arrive pas à une juste estime de soi, c'est-à-dire à connaître et ses points forts et ses points faibles, on n'arrive pas à avoir confiance en soi puisqu'on ne sait pas sur qui on s'appuie. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils gagnent en confiance en eux. Motivation, ça c'est très important aussi, savoir pourquoi je fais les choses. Si vous voulez, les études, ce n'est qu'une marche, une étape vers quelque chose d'autre. Ce n'est pas une fin en soi. Et puis l'autonomie, c'est trouver les moyens par rapport à comment je suis fait, de faire au mieux et au plus vite pour pouvoir faire après d'autres choses qui m'importent aussi. C'est donc ce que propose cette méthode, qui met en commun plusieurs techniques psychopédagogiques, un parcours en 14 séances, accompagné personnellement par des bénévoles formés pour acquérir des outils afin d'être autonome. Louis-Marie en est à la moitié du parcours. En fait, j'arrivais pas à gérer le temps de travail que j'avais avec le temps de devoir, à m'organiser, à faire des devoirs à l'avance. J'arrivais pas à organiser tout ça. Un objectif malin pour ce week-end, finir à temps les devoirs et ensuite, après, comme ça, j'aurai samedi après-midi et tout dimanche de libre. Très bien. Anne-Catherine, mère de 7 enfants, a découvert cette méthode en y mettant sa fille aînée. Emballée par le résultat, elle a décidé de se former pour accompagner des jeunes à son tour. Le jeune qui arrive, peut-être un peu avec les épaules rentrées, un sentiment qui se dégage de lui, un peu une lassitude. Et ce qui me touche à chaque fois, c'est la façon dont ils repartent. J'ai l'impression qu'à travers ce temps passé avec le jeune, je sens que le jeune a trouvé en lui le potentiel de vie qu'il a.
Donc pouvoir accompagner le jeune dans ce qu'il a de particulier, dans son côté unique, la découverte de ces merveilles qu'il a en lui et pouvoir voilà, lui donner les moyens de rebondir et d'avancer et de prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main, c'est donc l'objectif profond de cet accompagnement qui pose le jeune en véritable partenaire du programme, avec comme but non pas seulement la réussite scolaire, mais de se mettre en route pour un projet de vie. Ingrid, cette approche, elle vous semble intéressante, une approche globale un peu de l'enfant, du jeune? Oui, enfin, moi je trouve qu'effectivement c'est important de prendre l'enfant, pas seulement pour le travail, mais pour ce qu'il est à côté, pour ses talents, pour ce qu'il a. Mais c'est pas toujours facile de faire la distinction et de séparer les deux, en fait. Vous, en tant que maman, vous trouvez que c'est pas toujours facile? Oui. Parce que la tentation, c'est de trop pressuriser le carnet de notes, le travail le soir. Oui, oui, en fait... je me faisais une réflexion, effectivement, enfin, pour notre famille, c'est pas toujours facile le travail, et je me faisais la réflexion que ça doit l'être beaucoup plus quand les enfants marchent bien à l'école, parce que au moins on se dit pas, on n'a pas ce souci-là. Donc si tout roule bien, eh ben on peut se concentrer sur ce qu'est vraiment l'enfant, sur développer ses talents et puis faire d'autres choses avec lui. Alors que, voilà, en fait, c'est plus difficile quand tout ne roule pas comme on voudrait. Hein. Brigitte Pro, alors, malgré tout, même si il faut accompagner les enfants après l'école, hein, les devoirs, autant que possible, être là pour les aider, surtout à partir d'un certain niveau, est-ce que on doit quand même réussir à équilibrer tout ça, même si des enfants n'ont pas forcément une scolarité limpide? Oui, alors effectivement, la clé, c'est l'équilibre. Et nous le voyons bien dans le reportage, c'est vraiment que l'enfant, l'adolescent découvre ses ressources vitales, hein, c'est-à-dire son potentiel de vie. C'est l'expression qui a été employée dans le reportage. Ça vous intéressait, cette approche-là, oui, cette beaucoup. méthode? Tout à fait, oui. Puisque là, on a effectivement tous les ingrédients hein, de l'accompagnement scolaire aujourd'hui. C'est-à-dire avec la personnalisation du parcours, c'est-à-dire nous partons bien de l'enfant, de ses points d'appui et de ses besoins, donc de ses compétences et des besoins qu'il a précisément à faire évoluer. Du coup, c'est vraiment la personnalisation, l'approche de chaque enfant, dans effectivement sa façon de fonctionner dans l'apprentissage. Et donc le point qui a été mis en valeur dans le reportage concernant la connaissance de soi, c'est central. C'est-à-dire quand effectivement Jérémy, Alicia ou Sébastien vont comprendre que pour eux, dans le temps de travail, il s'agira plutôt de démarrer par la matière la plus difficile. Oui. Pour un autre, ce sera l'inverse. Enfin, leur façon de fonctionner au point de vue cognitif, tout simplement. Et effectivement, dans ce reportage, nous voyons bien qu'il n'y a pas de rupture entre le parcours humain, le parcours de vie et le parcours scolaire. Et s'il y a bien l'un des freins à la motivation aujourd'hui, c'est quand effectivement il n'y a pas cet équilibre, qu'il y a rupture entre la vie et la motivation scolaire. D'accord, on y reviendra plus en détail. Ingrid, est-ce que vous prenez le temps de discuter avec vos enfants quand ils rentrent de classe pour savoir un peu comment s'est passée leur journée ? Oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un temps de détente? On le voyait hein, dans le reportage, le goûter qui était vraiment partie prenante de cette méthode hein, un peu globale de développement de l'enfant. Est-ce que ça aussi c'est important chez vous ou comment ça se passe? Oui, pour moi c'est important d'être présent quand les enfants rentrent. C'est-à-dire je travaille mais j'aime bien être là autant que possible quand ils rentrent. Et effectivement on commence toujours par un goûter et puis prendre un peu et puis ça permet de décompresser, de voilà, même un temps pour les plus petits, un temps de jeu, un temps de voilà, de se remettre un peu. Puis je me dis, ils ont passé quand même toute leur journée à l'école, donc c'est important aussi pour qu'ils puissent nous dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'ils ont envie d'échanger ou pas d'ailleurs. Mais malgré tout, assez vite après, le côté scolaire reprend un peu le dessus alors? Ben oui, parce qu'il faut bien, il faut bien tenir les horaires si on veut que les enfants soient couchés à une heure respectable. Il faut bien, voilà, et puis il faut bien se mettre dans le travail et commencer les activités scolaires. Là, ça se passe comment? Parce que vous avez 4 enfants, vous les faites travailler chacun? Comment ça marche?
Alors, je demande aux grands de partir travailler chacun dans leur chambre. Oui. Et je commence avec Malo qui est en CP. D'accord. Donc voilà, donc là, je suis obligée d'être à ses côtés. Enfin, il faut bien que je le fasse lire. Il ne peut pas lire tout seul. Donc voilà, donc je suis à ses côtés. Et puis ensuite, je poursuis avec Maëlle qui est en CE2 ou aussi. Alors, pendant que je fais travailler Malo, je lui demande de faire ce qu'elle peut faire toute seule, le faire, pour déjà lui donner la responsabilité en fait de se prendre en charge. La difficulté, c'est que je ne vois pas ce que font les autres pendant que je suis occupée, les plus grands. Voilà. Qui peuvent ou non se mettre au travail. Et alors du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vérifiez à un moment ou un autre s'ils ont bien fait leur devoir? Oui. Oui, alors plus ou moins selon les caractères, c'est-à-dire que s'il y en a un où je sais que s'il me dit qu'il l'a appris, il le sait, je sais que c'est su, et effectivement je suis plus confiante et donc je lui fais plus confiance que si effectivement je sais que c'est fait de façon superficielle. D'accord. Voilà. On y reviendra. Brigitte Pro, alors là, on voit qu'Ingrid est une maman disponible. Elle est là à la sortie de l'école le soir. Et ce n'est pas le cas de beaucoup de parents, beaucoup de mamans. Alors, est-ce qu'il faut que les parents soient présents à un niveau, je ne sais pas, si c'est plus tard dans la soirée ou à un moment donné dans la semaine pour que ces questions-là soient abordées, quand les parents ne sont pas là pour faire le suivi des devoirs? Ça, c'est des choses que vous observez, vous, j'imagine, qui compliquent un petit peu la question scolaire. Alors oui, non seulement ça complique, mais ça devient l'un des principaux freins à la motivation des enfants et des adolescents dans ma pratique. C'est-à-dire, ils parlent de leur solitude. J'entends parler 25 fois de solitude dans une semaine, moi, quand j'accompagne des enfants, des adolescents. Et du coup, effectivement, lorsque les parents ne peuvent être présents, et nous avons aujourd'hui des vies effectivement très sollicitées, donc nous voyons bien le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'au moins il y ait 1 ou 2 rendez-vous dans la semaine avec l'enfant. J'appelle ça des rendez-vous. C'est-à-dire, c'est un temps privilégié durant lequel il va s'agir évidemment de cette question-là, en sachant que, évidemment, s'ils sont seuls chaque soir pour faire leur travail, il y a forcément une prise de risque, entre guillemets, au sens où ils se plaignent aujourd'hui que lorsqu'ils travaillent seuls, eh bien, ils ont beaucoup trop de tentations aujourd'hui, alors particulièrement dans leur chambre. Je dirais que le travail dans la chambre, par exemple, beaucoup d'enfants et d'adolescents ne veulent plus travailler dans leur chambre. Ils cherchent un lieu dans l'appartement ou dans la maison qui ait un autre sens et qui soit plus désert, en quelque sorte, qu'il n'y ait pas trop de tentations. Et par exemple, Jérémy, un adolescent que j'accompagne en ce moment, veut travailler dans le bureau de papa. Vous voyez, le bureau de papa dans l'appartement. Et donc, tout d'un coup, ça devient pour lui un rituel et quelque chose d'important. Papa n'est pas là, cependant, il se trouve dans le lieu de papa. Et l'air de rien, eh bien, il ne travaille pas tout à fait pareil que dans sa chambre. Du coup, le lieu, le temps, les rituels de temps, avec un outil qui paraît banal, mais que j'ai remis au goût du jour dans ma pratique comme quelque chose de révolutionnaire. C'est-à-dire ? C'est la montre à aiguille ou le réveil à aiguille ou l'horloge à aiguille qui permet de lire le temps qui passe. Et les neurosciences nous apprennent que lorsque nous limitons le temps des devoirs, par exemple, nous disons de 17h à 18h, je prends un exemple au hasard, eh bien, c'est plus efficace que le fait de dire nous démarrons les devoirs et on verra bien quand ça s'arrêtera, en quelque sorte. Si bien que des familles dans lesquelles des adolescents travaillent jusqu'à 10h, 11h du soir et effectivement reportent, procrastinent, cet affreux mot qui signifie reporter toujours à plus tard. Et bien là, dans ces familles où il y a un rituel de travail avec un temps limité et effectivement une montre à aiguille ou une horloge à aiguille, l'enfant, l'adolescent peut effectivement être pilote dans son avion, c'est-à-dire anticiper le temps, voir les 2 exercices de mathématiques, a-t-il besoin de 10 minutes pour le faire ? La leçon de 2 pages en histoire, est-ce qu'il a besoin de 20 minutes? Auquel cas, avec cette lisibilité du temps qui passe, ça change tout. Alors que la lecture du temps sur affichage digital,
eh bien, ça les habitue à voir uniquement l'instant, par exemple. Et c'est vrai que pour moi, cela, c'est fondateur, c'est-à-dire à la fois être accompagné et avoir le repère temporel. D'accord. Ce sont vraiment en plus des choses très concrètes, hein, voilà, qui peuvent aider les enfants, les jeunes à mieux travailler. Alors, il y a cette question des devoirs scolaires, on l'évoquait, et puis il y a aussi la question de la pression à l'école sur les enfants, la pression que vivent les parents. Ingrid, vous vous sentez un peu sous pression, une pression même sociétale autour de la question scolaire? Oui, peut-être dans nos milieux, j'ai l'impression que l'école a quand même beaucoup d'importance. Dans les milieux qui sont milieux sociaux privilégiés? Oui, voilà, la question d'école se pose plus, c'est-à-dire qu'on en parle plus et vous le sentez dans votre entourage, vos amis? Oui, oui. C'est une question centrale. Voilà, c'est une question centrale, on parle de l'école. Et alors, souvent, ce qui est difficile, c'est qu'on a l'impression que dans toutes les familles, tout va toujours bien, que les enfants travaillent tous bien, facilement, etc. Puis quand on est chez soi, on se dit, mince, à la maison, ça ne marche pas forcément pareil. Et j'ai réagi quand vous avez dit le temps. Je pense que vraiment, c'est très important. Moi, je vis cette expérience avec les enfants, c'est-à-dire que effectivement, on sait, nous, dans notre famille, quand est-ce que commence le travail, mais on ne sait pas forcément quand est-ce qu'il termine. Et donc, ça me fait réagir et je me dis que oui, c'est peut-être bien d'acheter une pendule. Pour revenir à votre bonne pendule oui, voilà. Voilà, classique, que vous pouvez mettre au milieu, sur un bureau. Voilà. Et alors, Brigitte Praud, ça qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, sur cette question de la pression? Est-ce que c'est un phénomène qui remonte à des années? Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça s'amplifie? Alors pour moi, ça s'amplifie, particulièrement depuis 2 ans. Oui. Il y a un réel tournant dans ma pratique. J'ai changé énormément d'outils depuis 2 ans. Les mots de vocabulaire dans l'accompagnement aussi ont même pu changer. Enfin, là, il y a quelque chose qui s'est passé au moment... Qu'est-ce qui s'est passé, oui? Alors, au moment où il y a eu le dévoilement, en quelque sorte, de la crise économique et financière, en fait, on a vu quoi? Que ce n'était pas une crise, mais un changement de monde. Oui. Nous sommes dans une grande mutation. Et donc là, les adultes que nous sommes cherchent une nouvelle boussole. Les enfants, les adolescents sont envahis, car effectivement, il n'y a plus de filtre entre eux et le monde. Mais et quand vous parlez de crise, il y a eu un sentiment d'incertitude généralisée, de peur, donc crainte des parents, crainte que leur enfant soit au chômage. C'est des questions aussi précises comme ça qui ont heurté les gens? Alors, c'est exactement ça en termes d'incertitude. Simplement, moi j'appelle cela de la sécurité, mais plus globale sur la vie de leurs enfants en général, quoi. Alors évidemment, à l'intérieur de cela, il y a la question du chômage, bien sûr. Et il y a surtout la question présente effectivement à l'esprit des adultes aujourd'hui, c'est que le monde à vitesse TGV, l'accélération permanente, il s'agit de ne pas rater la marche en quelque sorte. Et effectivement, la génération des adultes d'aujourd'hui attendent de leurs enfants qu'ils puissent effectivement valider les compétences à tel âge et à tel autre, en ayant l'impression qu'ils n'auront pas le temps de effectivement se rattraper. Et ça, vous avez le sentiment que c'est propre à quelques milieux, les milieux privilégiés, ou pas forcément, ou que ça concerne tout le monde? Vous travaillez à Paris, mais également en banlieue, par exemple à Aubervilliers. Est-ce que c'est aussi une préoccupation chez les parents, l'école, la réussite scolaire? Alors pour moi, c'est une préoccupation tous milieux confondus. Avec effectivement des réflexions et des approches un peu différentes. Mais en termes de pression, je pense franchement que c'est une question sociétale centrale. C'est-à-dire, là, l'enjeu, c'est réussir sa scolarité dans un contexte d'apprentissage tout au long de la vie, maintenant, hein, c'est clair. Et du coup, si on ne réussit pas l'étape fondatrice, c'est-à-dire l'école, eh bien, les adultes ont l'impression que ça ne sera pas rattrapable. C'est que là, le fait de franchir les étapes, on ne va pas reprendre ça à 25 ans, à 30 ans. Alors qu'avant, il y avait davantage de décontraction, me semblait-il, là-dessus. Et du coup, c'est vrai, encore une fois, que nous sommes dans une grande mutation. Nous sommes bouleversés tous dans nos vies. Nous voyons bien l'instantané domine tout. À un moment donné, effectivement, ce rythme-là s'applique à la chose scolaire. Or, apprendre nécessite du temps et se trouve dans une logique inverse à celle de l'instantané.
La logique de l'instantané, c'est la logique de la consommation, en fait, hein, le tout de suite. Or, pour apprendre, un enfant, pour apprendre l'attribut du sujet, par exemple, évidemment, devra peut-être bénéficier de 8 jours, le temps d'apprendre, de comprendre, le temps qu'il y ait l'évaluation et que l'enseignant lui remette son évaluation avec les résultats et qu'il y ait la correction. C'est à ce moment-là seulement que la compétence sera validée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parents ne veulent plus donner le temps à leur enfant d'apprendre, il faut tout de suite tout savoir, en faire plus que nécessaire. Ça veut dire quoi, ça, en fait, cette question de temps de l'apprentissage? On essaie de la comprimer du côté des parents? Tout à fait. Effectivement, il y a différents temps, du coup. Hein, le temps dans la classe, le temps de l'enseignant, en tout cas par rapport à sa pédagogie, le temps de l'apprentissage pour l'enfant, et le temps, effectivement, dont les parents, enfin en tout cas le temps que les parents souhaitent, hein, pour la réussite. Du coup, il y a effectivement ce décalage. Par exemple, attendre d'un enfant qu'en 48 heures après un effort qu'il a fait 2 jours auparavant, vous voyez, il ait déjà des résultats ou des choses comme ça. Et c'est vrai que, comme nous tous, nous sommes dans cette accélération du temps, nous avons tendance à ne plus reconnaître le temps de l'apprentissage tel qu'il est, c'est-à-dire sur la durée. Et effectivement, ça, c'est non seulement le bas qui blesse, mais un frein considérable, puisque beaucoup d'enfants, d'adolescents ont le sentiment d'être en situation de dette vis-à-vis de leurs parents, ne pouvant répondre à leurs attentes. Et à l'arrivée, est-ce que je suis aimée encore, madame, si j'ai pas 17 sur 20? Vous avez entendez des questions comme ça de la part de certains jeunes que vous suivez? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui, me semble-t-il, manque en France là-dessus dans la formation des enfants, c'est qu'on ne leur apprend pas à différencier leur personne de leurs résultats. Et donc, par exemple, un enfant qui a 18 est tout content, et s'il a 12, 10, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression, effectivement, de cette dette vis-à-vis de ses parents et que l'amour est au centre de cela. Or, ce que vous avez dit tout à l'heure, l'amour, hein, est inconditionnel et il ne dépend pas des résultats. Alors, justement, beaucoup d'incompréhension là-dessus. Juste un mot là-dessus, justement, Ingrid. Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses entre voilà, le rôle du parent qui est avant tout d'aimer ses enfants et puis il y a la question effectivement d'une réussite, ce qu'on souhaite tous pour ses enfants, mais est-ce que vous arrivez à ne pas vous laisser polluer par ces questions scolaires et à maintenir votre sphère affective? Alors, pour moi, ce qui est important, c'est que effectivement, nos enfants sont créés pour le bonheur, pour être heureux. Et moi, nous, ce qui nous importe en tant que parents, c'est qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font. Et on ne demande pas à nos enfants d'avoir 18 ou 19, mais plutôt de donner vraiment le mieux de ce qu'ils peuvent faire, en fait. Et donc voilà, donc ça, oui, c'est ce qu'on leur demande, c'est ce qu'on leur dit, et c'est ce qu'on leur dit aussi quand ils travaillent, on leur dit de faire leur mieux, en fait, de leur mieux. Et vous disiez malgré tout que ce n'était pas toujours évident d'équilibrer l'espace scolaire avec effectivement, moi, je trouve que ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire avec mes enfants autre chose le soir ou le week-end, faire autre chose que du scolaire. Et je trouve que le scolaire prend beaucoup de place et laisse moins de temps pour faire du bricolage, pour faire de la cuisine, pour faire... voilà, je me dis que nous, en tant que parents, on est là pour éduquer nos enfants et pas forcément pour les instruire. Et c'est cette difficulté que nous, on rencontre, enfin que notre famille rencontre en tant que parents, c'est que, eh ben, effectivement, peut-être que l'instruction a pris le pas sur d'autres activités. C'est ce que vous entendez beaucoup, Brigitte Pro ? Alors oui, je l'entends beaucoup. Moi, je vois la situation scolaire de Thibaut, enfin, je parle bien de ma pratique et des enfants que j'accompagne. La situation scolaire de Thibaut peut polluer la vie familiale avec ses 3 frères et sœurs, et des repas entiers peuvent se centrer sur cette situation scolaire. Alors, avant de terminer, parce que ça passe très vite, et on va terminer sur une note d'espérance. Vous dressiez un tableau qui est un peu sombre de ce qui se passe aujourd'hui pour les parents, pour les enfants, au niveau école. Qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement, aux parents qui viennent vous voir pour avoir la bonne attitude, la bonne distance vis-à-vis de la question de l'école?
Alors effectivement, bon, c'est sombre, mais à la fois, il y a de l'espérance, bien sûr. Dites-nous concrètement, alors ça, voilà, ça passe par quoi? Il s'agit qu'aujourd'hui, chacun soit à sa place, en fait. Hein. Plus que jamais, les enfants et les adolescents ont besoin d'adultes à leur place, avec de vrais oui et de vrais non, en quelque sorte. Et surtout, la part de non négociables est de plus en plus importante. Je rencontre de plus en plus d'adolescents et d'enfants qui demandent des internats. Et la raison qu'ils évoquent, c'est au moins là, madame, on n'aura plus à discuter, on ne perdra pas de temps, on mangera à telle heure, on travaillera à telle heure, etc. Du coup, l'importance... Mais l'importance, c'est... L'importance, évidemment, qu'il y ait du non négociable et du structurant. Rétablir un peu une responsabilité des parents, en fait. Le côté, effectivement, responsabilisation des enfants, tout en ayant cette responsabilité adulte et non pas la culpabilité adulte. Je vois beaucoup de culpabilité, moi, adulte. J'invite les parents à se faire confiance et surtout à communiquer avec les enseignants pour le besoin, enfin pour le repérage des points d'appui et des besoins réels de l'enfant pour qu'ils aient une idée très précise de la situation scolaire réelle, en fait. Entendu, merci beaucoup. Je suis désolée, on doit s'arrêter là. En tout cas, je signale votre dernier livre, Brigitte Pro. Je ne suis pas motivée, je ne fais pas exprès. C'est une réédition chez L'Harmattan. Et voilà. Et puis, bien sûr, sachez, vous pouvez réagir et revoir cette émission sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.